Nouvel épisode de adaptation cinématographique, dans le sens je vous parle d'un livre et de son adaptation ciné, après avoir lu et vu les deux bien évidemment. Le tout premier dont je peux vous parler pour ce début 2016, il s'agit de l'adaptation de la BD Le bleu est une couleur chaude. Je ne vous reparle pas de la BD en elle-même parce que je l'ai présentée dans une petite chronique vidéo spéciale tellement ça a été un énorme coup de cœur. Par contre, je vais rapidement revenir sur le film pour préciser simplement qu'à mon sens, il faut les voir comme deux œuvres différentes. Le film a énormément fait parler de lui à sa sortie, il a été largement publicité et largement récompensé. Et si je comprends le pourquoi du comment dans le sens nouveauté, dans le sens avoir osé, dans le sens enfin en parler, dans le contexte que c'était à l'époque, il y a quelques années, c'était il y a un an ou deux, je suis carrément pour. Ceci étant, personnellement, je n'ai pas trouvé le film si incroyable que ça. Je l'ai trouvé long, je l'ai trouvé un peu trop en fait marqué, notamment dans les scènes sexuelles. Non pas que cela me dérange, mais j'ai trouvé que c'était trop comme dans n'importe quel film où ça aurait été un homme et une femme. Ça a été filmé de façon assez crue, alors que j'avais une impression de beaucoup d'amour dans la BD, de beaucoup de tendresse, d'attention l'une envers l'autre, et cela a été à mon sens voilà, changé dans le film pour une adaptation beaucoup plus crue, qui peut du coup faire penser aussi à la fin du corps, à l'attirance à laquelle on ne peut résister. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment les voir comme deux objets culturels, pour reprendre l'expression de Solange, deux objets culturels parlant d'une même thématique, mais sous un angle différent. Donc j'ai trouvé que le film, c'était important qu'il existe, mais j'ai largement préféré la BD pour ce côté justement histoire d'amour avec un grand A, qui traverse le temps, qui traverse les genres, qui traverse les tabous, qui traverse les non-dits. Et les dessins étaient à mon sens beaucoup plus beaux, beaucoup plus purs, même dans la relation sexuelle, et parfois même plus osés finalement que ces gros plans qu'on pouvait avoir dans le film. C'est ce que j'ai retenu. Là, je vous en parle, ça fait quelques semaines que je l'ai vu, donc je suis incapable de rentrer trop dans le détail. J'ai pas pris de notes à l'époque, mais c'est ce que j'en retiens quelques semaines plus tard. Donc je vous conseillerais vraiment la BD plus que le film. Après, c'est intéressant de voir les deux pour non pas comparer finalement, mais voir comment un même sujet peut être traité différemment, alors qu'on a l'impression que c'est la même thématique. C'est très drôle, ça fait partie de ces fois où quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez l'impression d'aborder le même sujet, et quand vous parlez, vous dites mais attends, on n'est pas du tout en train de parler de la même chose, alors qu'au départ si. Mais ce qu'on appelle le cadre de référence de chacun étant différent, du coup ça donne des rendus différents, et c'est ce qui fait aussi la richesse de la lecture, la richesse de l'écriture, la richesse de l'adaptation cinématographique, etc. Je ne vais pas vous parler de Germinal parce que je ne sais pas si j'aurais posté la vidéo ou pas au moment où je vous posterai celle-là, je vous l'ai dit, je le redis, je vais sans doute le dire dans toutes mes vidéos, mais pour l'instant j'enchaîne sans pouvoir monter parce que je n'ai plus d'ordinateur. Et j'ai essayé de faire un mix, on va dire, entre justement cette notion de thème et de comment il peut être abordé. Suite, en fait, c'est une lecture de BD qui s'appelle Le sang noir, qui m'a donné envie de faire ça, où ça parlait des mines, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de parler de cette question d'histoire, l'histoire de la France, par rapport à tout ce qui a pu se passer dans les mines. En lisant cette BD, j'ai eu envie de relire Germinal et j'ai eu envie de revoir Germinal. Donc comme ce sera une vidéo spécifique sur un thème et trois façons, on va dire, de l'aborder, peut-être que vous l'aurez déjà vu, auquel cas je vous mettrai le lien, ou vous ne l'aurez pas encore vu, auquel cas c'est du teasing. Mais donc, il y a également Germinal dans mes adaptations cinématographiques de ce début d'année. Après tout ce blabla, je vais vous parler vraiment, et cette fois-ci je vous en parle pour de vrai, et du livre et du film. Il s'agit du livre de Jenny Donham, si je me souviens bien, qui s'appelle Je veux vivre. Traduction très malencontreuse, et je vais revenir là-dessus, de Before I Die, et qui a été adapté au ciné sous le nom Now is Good. Voilà. Donc, premier point, expliquez-moi le what the fuck autour de ces multiples traductions.
Le livre initial s'appelle donc, si je dis pas de bêtises, et alors si je me trompe, j'ai l'air d'une gourde, mais c'est pas grave, j'assumerai, il me semble que le titre initial est Before I Die, donc avant de mourir, avant que je ne meure, ce que vous voulez. On y suit l'histoire d'une jeune fille qui a 16 ou 17 ans, qui s'appelle Tessa, et qui est atteinte d'une leucémie et qui est en phase terminale. Comme il n'y a pas de solution pour elle, elle a décidé d'arrêter ses traitements. Et elle s'est mis dans la tête de réaliser plein de choses, plus ou moins rocambolesques, plus ou moins interdites ou illégales, comme voler à l'étalage, comme faire l'amour, comme sortir, comme avoir un petit copain, comme essayer de la drogue, comme faire le plus de soucis possible à son père également, c'est un peu l'idée du truc. Dans un fort esprit de rébellion lié au fait que elle ne veut pas mourir. Donc je comprends la traduction en français de « je veux vivre ». Mais pour moi, c'est enlever tout le sel et toute la rébellion qu'il y a dès le départ dans le titre en anglais qui fait bien penser à tout ce que je veux faire avant de mourir. Parce que bien sûr qu'elle veut vivre, mais surtout, elle veut vivre avant de mourir. Et voilà, cette traduction, dès le départ, je me suis dit c'est con. Après avoir lu le bouquin, je me suis dit c'est vraiment dommage de ne pas avoir assumé un titre plus pertinent, plus pas négatif, mais voilà, qui aurait plus dérangé, je pense. Ce que j'ai retenu du livre, c'est... Alors, tout de suite, je vais régler la question de la comparaison, parce que vous le savez, je vous fais souvent des comparaisons avec d'autres livres ou d'autres films. Ça aide un petit peu à structurer le truc. Forcément, en le lisant, j'ai pensé à Nos étoiles contraires, qui, à ma connaissance, est plus récent que Before I Die, mais peut-être que je me trompe. J'ai pas du tout aimé Nos étoiles contraires, que ce soit le livre ou le film, j'ai trouvé le tout assez gnangnan, mais là, dans ce livre-là, j'ai apprécié le côté justement où on a viré les violons en fait. Oui, il y a une histoire d'amitié très forte, oui, il y a une histoire d'amour très belle, mais il n'y a pas tous les violons qui vont autour, il n'y a pas tout le côté surfait que j'avais pu ressentir personnellement, encore une fois, ça n'engage que moi, à la lecture de Nos étoiles. Un rechargement de batterie plus tard, j'ai perdu le fil de mes idées, mais je vous expliquais, me semble-t-il, que ce que j'avais particulièrement apprécié dans le livre, c'était cette histoire d'amour qui était belle sans être trop gnangnan, et aussi la très jolie amitié, à la fois très forte et très conflictuelle, donc entre Tessa, le personnage principal, et sa meilleure amie qui s'appelle Zoé. C'est une amitié comme on a, je crois, à 15-16 ans, où on s'aime à un point qu'on se déteste, et on se déteste à un point où on s'aime, donc c'est très volcanique, c'est très fusionnel, et même si le livre était écrit façon Jones, un petit peu dans le vocabulaire, dans les dialogues, et que ça me dérangeait à la lecture, le sentiment profond qu'il y avait entre ces deux filles était très beau et me rappelait quelques expériences personnelles. Du coup, il était facile de s'identifier à cette... Ce que j'ai retenu du personnage de Tessa également, c'est ce mélange subtil entre je m'en foutiste adolescent, où je suis une warrior et en fait je vais pas mourir et rien ne va m'arriver et je suis la plus forte, et cette terreur profonde, cette inquiétude, cette peur qu'elle a d'affronter la réalité, et donc ça donne un personnage qui est très cynique, et c'est là-dessus que je vais enchaîner pour le film parce que mon Dieu, ce que c'est bien retranscrit. L'adaptation s'appelle donc Now is Good, je reviens pas là-dessus, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé du coup le titre en anglais. C'est un film anglais et pour moi ça fait toute la différence. Je me rends de plus en plus compte que les Anglais ont ce petit truc pour rendre leur film vraiment dynamique. Déjà au niveau de la bande son est géniale, il y a des purs morceaux. Je ne pourrais vous citer aucun nom parce que pour l'instant je ne suis pas allée chercher, mais voilà, c'est vraiment hyper agréable à écouter, ça fait très old school. Le plus flagrant, il est dès le début dans, on va dire, l'introduction, il y a une petite scène et ensuite c'est le générique en fait, et là tout part en cahuète, ça se met en couleur, ça se met en film d'animation, la musique est géniale, on voit le personnage principal courir à travers sa ville, et j'ai trouvé cette première scène super, et alors que je m'attendais à voir une potentielle copie de Nos étoiles contraires, parce que autant vous dire que je suis allée dans ce film à reculons, j'ai été vraiment surprise et agréablement surprise. Le choix de l'actrice est excellent. Il s'agit de Dakota Fanning, que vous avez peut-être connue toute petite dans La Guerre des mondes à côté de Tom Cruise, ou un tout petit peu plus grande dans les Twilight.
Dakota Fanning, elle a ce visage un peu mutin, un peu espiègle, un peu lutin même, lutine, qui fait que dans ce personnage, cette jeune fille malade atteinte de leucémie, elle est à la fois capable, quand elle a ses répliques cinglantes, de vous envoyer énormément de gravité, malgré tout contrasté par ce petit visage de jeune fille qui a justement envie de vivre. Et ça vous donne un rendu hyper pertinent, je trouve, par rapport au personnage initial de Tessa. En fait. J'ai apprécié malgré tout que Zoé, finalement, soit moins présente. Elle est là dans les moments presque essentiels et le fait que sa présence à l'écran soit très décousue rend assez bien le côté volcanique dont je parlais tout à l'heure de leur relation. C'est-à-dire que des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est pas explicité dans le film et ça rend quelque chose de fort, ce qui fait que chacune de leurs rencontres, du coup on se dit « Ah si, elle est encore là !» et ça crée du peps. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le film a été découpé de telle sorte que les scènes s'enchaînent sans pour autant se suivre. Donc on perd un peu la notion du temps, on perd un peu la notion des relations, de pourquoi est-ce que là ils s'entendent et pourquoi là est-ce qu'ils s'entendent plus, et ça rend vraiment bien. Les parents sont géniaux, notamment le rôle de la mère qui est assez absent est rendu par une femme que je ne connais pas du tout, donc je ne pourrais pas vous donner son nom, mais qui est aussi très bien, je trouve, dans ce rôle. Et Adam, pareil, je ne connais pas le nom de l'acteur, c'est un acteur anglais. Il a 10 ans, 15 ans de moins que moi, mais j'en ferai quand même bien mon 4 heures. Il a cette bouille à la fois beau gosse et en même temps gars assez banal. Je n'aime pas trop quand on nous sort des beaux gosses ou des belles filles pour forcément rendre l'histoire encore plus transcendante et encore plus terrible parce que oh, tu te rends compte, elle était malade mais qu'est-ce qu'elle était belle, et ça a le don de m'horripiler. Donc là le choix de cet acteur qui voilà, est quand même beau gosse, il faut dire ce qu'il est, mais en même temps à ce côté pareil, enfantin, il comprend pas trop ce qui lui tombe dessus, il tombe amoureux d'elle, mais il aurait préféré clairement que ce ne soit pas le cas. Et ça rend quelque chose de joli sans être surfait. Les scènes d'amour, et j'ai même envie de dire les scènes de tendresse, de relation entre eux sont très belles. J'ai en tête notamment pour ceux qui l'auraient vu un passage où elle est tellement fatiguée qu'il la prend dans ses bras et il la ramène en la portant, le tout sur on va dire sur des couleurs un petit peu pastel, un petit peu douces, avec en fond les côtes anglaises. C'est magnifique, c'est doux, c'est beau sans être gnangnan, venez pleurer dans leur fanion, quoi. C'est pas ça l'expression. Venez pleurer dans leur giron. J'ai un tout petit bémol pour ce film et je suis en train de me dire que j'aurais préféré vous le présenter avant pour finir sur du positif et non pas sur une petite note désagréable. Mais tant pis. Il y a un événement particulier dans le livre dont je ne vous ai pas parlé, qui est bien sûr présent dans le film parce que c'est quelque chose d'important. Et ce que j'avais beaucoup aimé aussi dans le livre, c'était la fin, qui était assez originale, qui changeait des stéréotypes du genre, on va dire, en tout cas pour ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas tout lu et je n'ai pas tout vu. Mais dans l'adaptation ciné, ils ont choisi justement de finir sur une note banale. Je parle bien précisément, pour ceux qui l'auraient vu, du tout dernier plan, de la toute dernière image, que je trouve tellement évidente, tellement trop simple, tellement cliché, que je me suis dit « Ah non, mais les gars, non, vous avez fait un super bon film !» Et là, eh ben, vous faites comme tout le monde, quoi. C'est dommage, vraiment dommage. Voilà ce que je peux vous dire pour cette adaptation ciné. Il y en aura d'autres à venir. Je ne sais pas quand je vais pouvoir faire la suite de cette vidéo. Si elle est assez longue, je m'arrêterai là et je vous dis ciao. Et si elle n'est pas assez longue, je continue. Ajout de dernière minute à cette vidéo spéciale livre lu, film vu avec Oscar et la Dame Rose de Eric Emmanuel Schmitt, dont je vous parle tout de suite. J'étais en train de rendre mes livres à la bibliothèque quand je me suis rendu compte que je ne vous avais pas parlé en vidéo d'Oscar et la Dame Rose, qui a donc été mon premier livre de Eric Emmanuel Schmitt, qui est un auteur que je ne connaissais pas. J'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'avais pas eu l'occasion de le lire, et je pense que ce livre ne sera pas le dernier. Oscar et la Dame en Rose, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a une dizaine d'années, qui est atteint d'une maladie incurable et qui va donc mourir. Dès le départ, le pronostic est placé. Et en fait,
il rencontre une dame qui est une dame en rose. Ce sont ces, en tout cas je l'ai compris ainsi, ce sont ces personnes, souvent des femmes effectivement, qui viennent rendre visite aux enfants dans les services notamment cancéreux ou dans les longues maladies ou peut-être même dans des choses moins graves, mais moi je les connais surtout pour ça. C'est aussi les nez rouges, c'est aussi les clowns, enfin c'est toutes ces personnes qui s'investissent dans le milieu hospitalier pour rendre les séjours des enfants notamment plus simples. Et donc il rencontre une femme qui est assez directe dans sa façon de parler, qui n'a pas de discours avec lui, et c'est ce qui fait qu'il s'attache énormément à elle, c'est qu'elle est comme elle est et qu'elle lui parle, j'ai envie de dire presque comme un adulte, sans lui cacher les choses difficiles de la vie. Donc il se lie d'amitié, on va dire, avec cette femme qui lui donne plusieurs conseils, dont celui peut-être d'écrire des lettres à Dieu pour lui parler de ce dont il n'ose pas parler avec les autres. Et ce livre est un très court livre qui consiste en un regroupement de 10 lettres, je crois, écrites à Dieu. Et le petit jeu consiste à dire qu'en fait chaque jour de sa vie correspond à 1 an ou 10 ans, je crois, non 10 ans même il me semble, et que chaque jour en fait il va grandir, il va devenir adolescent, il va devenir adulte, il va devenir un homme avec peut-être une femme, avec peut-être des enfants, avec peut-être un métier, et il vit tout ça au travers de ces lettres qui sont écrites d'une façon très enfantine et en même temps très dure à lire quand on se rend compte de la situation. Et il est porté dans son imaginaire par Rose, qui est une ancienne, c'est joli ça, qui est une ancienne catcheuse, a priori. Bref, un livre avec beaucoup de poésie, que j'ai apprécié, qui se lit vraiment rapidement, et qui fait du bien, même s'il traite de quelque chose de triste. Et je trouve que c'est ça qui est fort dans ce premier livre et qui me donne envie d'en découvrir d'autres de cet auteur, c'est que le sujet est grave et pourtant le ton est tout à fait précise. J'ai découvert ce livre grâce au film parce que je cherchais ce que je pouvais bien emprunter, et quand j'ai vu que c'était tiré d'un livre, j'ai du coup pris les deux tout de suite. Concernant l'adaptation cinématographique, elle est un peu particulière, j'ai pas spécialement accroché. Au niveau du genre, ça peut rappeler les films de Jeunet, notamment par exemple Amélie Poulain ou alors La Cité des enfants perdus, dans un style qui rappelle cet imaginaire et qui en fait fait un lien entre une histoire qui est finalement très contemporaine, mais avec une façon de tourner assez ancienne. L'hôpital par exemple est un vieil hôpital comme on a pu en avoir il y a des centaines d'années, donc ça crée un phénomène étrange d'un peu d'irréel, donc qui est assez bien trouvé par rapport à l'histoire. Par contre, je ne suis pas du tout convaincue par le choix de l'actrice, qui est donc Michèle Larocque, qui est connue plus comme étant une humoriste. Et il y a tout un contexte qui a été créé autour. La Dame Rose n'a pas vraiment la même signification dans le film, pardon, elle a un autre métier. Elle a tout un environnement qu'elle n'a pas dans le livre et j'ai pas réussi à comprendre ce que ça apportait. En fait, on lui a ajouté une mère, on lui a ajouté des enfants, on lui a ajouté un compagnon et je vois pas en fait, si ce n'est que ça construit et que ça étoffe l'histoire pour en faire un film peut-être d'une plus grande durée. Mais sinon, voilà, ça la rend un peu plus vulnérable, un peu plus humaine peut-être, mais du coup, moi, ça m'a cassé un peu ce côté rentre-dedans qu'elle avait dans le livre, que j'aimais bien en fait. Donc j'ai pas trop compris. Dans les trucs positifs, jolis, que j'ai aimé dans le film, c'est le choix de faire des lâchers de ballons. Je vous laisserai découvrir pourquoi, mais je trouve que c'est une façon très symbolique et très poétique de s'adresser au monde et à l'univers. Donc ça m'a bien plu. Et elle raconte ces scènes de catch, puisque donc c'est une ancienne catcheuse, elle raconte ces scènes de catch, et dans le film, c'est aussi très imagé au travers d'une boule à neige. Voilà, je vous en dis pas plus si jamais vous voulez le voir, mais ce sont deux imageries qui étaient assez bien trouvées. C'est ce que je retiens de ce film, mais à part ça, il va pas me laisser un souvenir transcendant pour être tout. Cette fois-ci, c'est la bonne. La vidéo adaptation cinématographique est terminée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!